Alors que la science génétique et la biologie cellulaire évoluent à une vitesse fulgurante, il faut souvent des cobayes pour soutenir tous ces développements. Et il semble que les souris et les hamsters ne font pas toujours l'affaire, malheureusement, ou heureusement, en tout cas, ça dépend de quel côté on se trouve. Là. La biologiste et chroniqueuse à On n'est pas du monde, Ariane Beauferré, voulait nous parler des cobayes présents depuis les dernières décennies dans les labos du monde entier. On va découvrir de quoi il s'agit dans quelques instants. Salut Ariane. Salut Antoine. Alors, si la présence d'animaux dans les labos, je parlais de souris et d'hamsters, mais aussi des petits cochons, des fois, toutes sortes des singes. Oui, des plantes. Des plantes, oui, c'est vrai. Hein? Si tous ces cobayes-là, ça soulève des questions éthiques, évidemment, là, de plus en plus. L'utilisation de sujets humains, elle, semble plutôt bien encadrée, mais pas toujours. Hein? Pas toujours. Bon, c'est... Depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, on s'est rendu compte que il y a eu beaucoup de désordre au niveau des cobayes, dans l'Allemagne nazie notamment. Il y a eu... Parce que c'était toujours des populations... Les populations qui servent de cobayes, c'est tout le temps des populations qu'on ne considère pas comme des personnes ou qu'on considère comme des personnes inférieures à cause de leur ethnie, à cause de leur orientation sexuelle, à cause de leur âge aussi, si c'est des enfants ou des adultes, s'ils ont des déficiences mentales. Et donc, il y a eu beaucoup d'expérimentations célèbres dans l'Allemagne nazie, mais aussi en Amérique du Nord. Il y a un rapport célèbre publié dans le New England Journal of Medicine en 1966, si je ne me trompe pas, par un médecin qui s'appelait Henry Beecher, et donc qui a pris 22 études et qui a montré que on n'est pas plus vertueux non plus en Amérique du Nord. Il y a eu beaucoup d'études, par exemple, sur des enfants qui souffraient de déficiences mentales, sur lesquels on a essayé des traitements. Il y a eu le cas célèbre aussi de ces populations noires qui souffraient de syphilis, auxquelles on n'a pas offert de traitement. On a offert des traitements alternatifs. Qui ont servi de groupe test à leur insu. À leur insu, sans qu'ils le sachent. Et donc, il y a des personnes qui sont mortes. Il y a eu des excuses, notamment du président Clinton, pour ce genre d'études-là. Et aujourd'hui, la recherche sur les personnes humaines, qu'il s'agisse d'enfants, d'adultes, de personnes vulnérables aussi, qui n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe, c'est quand même assez bien encadré. Il y a des règles. Il n'y a pas de recherche qui se fait dans les grandes universités, dans les centres de recherche, sans passer par un comité d'éthique. C'est ça, c'est la nouveauté des 40 dernières années. Il y a des comités éthiques pour tout ce qui concerne la recherche avec des personnes. Mais il y a un angle mort. Il y a un angle mort, il y a des nouveaux cobayes, parce qu'on cherche toujours finalement à pouvoir quand même continuer la science. Et ces nouveaux cobayes, c'est les embryons aujourd'hui. Et est-ce que les embryons, ils sont considérés comme des personnes humaines, ou voire même comme des êtres humains? Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il y a des règles qui sont très spécifiques pour la recherche sur l'embryon. Par exemple, on ne peut pas faire de recherche en laboratoire sur un embryon qui a plus de 14 jours. Mais à part ça, on peut faire... J'allais dire démocratise, pas tout à fait. Ça commence en fait à de plus en plus travailler, de pouvoir dépasser cette règle des 14 jours, parce qu'on se dit, mais finalement, c'est pas encore un être humain, c'est pas vraiment une personne, c'est du matériel, ça va être bénéfique, ça va nous permettre de sauver des gens, ça va nous permettre de régler des problèmes, de comprendre finalement le développement embryonnaire. Et comme il n'y a pas de saut qualitatif majeur entre 14 et 16 ou 18 ou 19 jours de vie... Il y en a un quand même. Il y en a un quand même parce que quand on est à 14 jours, déjà, à partir de 14 jours, il ne peut plus y avoir de vrais jumeaux de séparation, en fait. Okay. Avant cela, vous pouvez avoir un zygote. Donc, un zygote, c'est un ovule, un ovocyte fécondé par un spermatozoïde. C'est la première cellule. C'est finalement l'embryon unicellulaire qu'on peut l'appeler. De niveau 1. De niveau 1. Et il se divise, il se déplace normalement dans une des deux trompes de Fallope. Il y a l'anidation qui commence à partir du 7e jour, mais on pensait pendant longtemps qu'elle était au 14e jour, donc ça, c'est l'origine. Ce qui justifiait toutes sortes d'expérimentations dans Avant cela, parce qu'on se disait, il n'est pas encore implanté, donc il est pas encore, on ne sait pas vraiment si c'est encore un être humain, il n'est pas tout à fait là. Il y a le fait aussi que, avant le 14e jour, l'embryon... les cellules sont moins différenciées. C'est-à-dire que l'embryon, il est composé aussi d'un sac amniotique. Il y a les tissus pour le placenta aussi. Et donc, tout est un peu... Pas morphologiquement, c'est difficile à différencier. Donc, on se dit, finalement, l'individu, il n'existe pas tout à fait avant 14 jours, puisque on a l'impression que c'est juste des cellules ensemble qui sont un peu en moton, si on peut dire là. Mais à partir de 14 jours, là, on voit ce qu'on appelle la gouttière primitive. C'est le début du système nerveux. Donc, on se dit, là, c'est le système nerveux. On est face à un être humain.
peut-être face à une personne, donc on ne va pas faire d'expérimentation après ça. Et donc, ça sous-entend qu'à partir de 14 jours, l'embryon serait un peu plus proche d'une personne humaine ou du moins d'une personne avec des droits ou d'un objet, là, je ne sais pas trop, d'un sujet avec des droits. Oui, c'est ce qui était sous-entendu et de nombreux chercheurs sont d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de chercheurs qui remettent en question le fait est-ce qu'on est face à un être humain avant 14 jours ou pas. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de réel saut qualitatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nouveau processus, il n'y a rien de nouveau qui apparaît pour cet embryon. Depuis le début, depuis le stade de zygote, en fait, d'embryon unicellulaire, il y a comme un programme. Il y a un terme que j'aime bien, c'est le projet-programme individualisé. Je trouve que ça résume bien. À partir du moment où on a le zygote, tout est là. Tout est là et tout est mis en branle finalement. Et ça se divise et ça se développe. Et on a les premiers organites dans les cellules. Et on a les premiers, finalement, germes pour chacun des organes. Mais il n'y a rien de nouveau qui se passe à 14 jours, en fait. C'est juste que nous, visuellement, morphologiquement, on voit une différence. Mais il ne s'est rien passé de différent. Là, c'est juste un stade de développement différent. Comment tu répondrais, Ariane, à quelqu'un qui te dirait ouais, mais entre 0 et 14 jours, il peut y avoir une fusion de 2 zygotes ou un zygote peut se diviser. C'est pas... donc, c'est difficile de voir que c'est une personne si ça devient 2 ou si c'est 2 personnes qui deviennent une. Ça peut arriver avant 14 jours, effectivement, que le zygote va se diviser et on va avoir finalement 2 bébés au final. Voire plus, 3, ça peut arriver aussi. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on ait eu 2 ovules fécondés, donc des faux jumeaux, qui vont fusionner avant 14 jours et ça va devenir une personne. Ça, c'est possible aussi. Mais il reste qu'il y a quand même cet élan du début qui, lui, ne change pas. Il y a toujours eu un premier, on va dire, être humain à la base. Peut-être ça va en donner 2. Peut-être qu'il y avait 2 êtres humains à la base, puis ça en donne juste 1. Mais il y a toujours un début, un commencement qu'on ne peut pas nier, en fait. Et donc, si on dit, vu qu'on ne sait pas combien il y en a avant 14 jours, des fois, même c'est après 14 jours, si on a finalement l'embryon qui se scinde, ça fait des enfants siamois, par exemple, après 14 jours. Ou voir ce qu'on appelait des monstres, donc une personne qui va avoir 3 jambes ou des membres en plus. Mais ça ne change rien au fait que il y a eu un point de départ et que sans ce point de départ-là, il n'y a pas de vie, en fait. Et si on le nie, c'est juste, finalement, on ne fait pas preuve de précaution. On se dit, ça me semble, je ne sais pas combien il y en a, donc je vais dire qu'il n'y en a pas. Mais on ne peut pas raisonner de cette façon-là. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui provient de quelque chose ou l'inverse, là. Donc, Alors, selon toi, dans l'état actuel de la science, le principe de précaution devrait nous amener à reconnaître une certaine dignité ou un respect de ce qu'on retrouve dès la conception? Oui, on devrait. C'est de plus en plus remis en question. Et il y a notamment une étude qui est parue en novembre et qui est comme un peu un coup de tonnerre retentissant, mais qui ne fait pas beaucoup de bruit dans le monde en général. C'est une équipe en Angleterre et aussi une équipe allemande, donc c'est Oxford, Cambridge et un centre de recherche allemand, qui ont réussi à récupérer un embryon avorté, parce qu'on ne peut pas produire d'embryons de laboratoire qui sont plus vieux de 14 jours. Un embryon avorté qui avait entre 16 et 19 jours, donc c'est très rare et très difficile à obtenir déjà parce qu'il faut que la femme ait conscience qu'elle soit enceinte, puis qu'elle choisisse d'avorter, qu'elle puisse recueillir son embryon, enfin il y a plein de choses. Et ils ont pu le disséquer en fait pour voir ces étapes de développement après. Et là, on se dit, on a pu faire ça, mais ce serait quand même plus simple si on pouvait le faire en laboratoire, si on pouvait continuer les expériences. Là, ils ont fait différentes découvertes qui sont apparemment intéressantes. Par exemple, ils ont vu que les embryons de souris qu'ils utilisent, ça correspond bien un peu. On peut faire des études qui correspondent. C'est un embryon qui est tout petit, 16 jours. Il fait l'épaisseur d'une carte de crédit. Environ là, pour vous 1 donner. millimètre. Oui, c'est ça, c'est vraiment, vraiment petit. Il est composé d'1 millier de cellules. Donc là, on peut voir quelles cellules sont différenciées, quels organes vont apparaître en premier. Mais ça reste très expérimental, très exploratoire. Il n'y a pas de bénéfices vraiment. On ne peut pas savoir les bénéfices à l'avance de ce qu'on va obtenir. Et dans ces études-là, à la fin, vous avez souvent des enjeux éthiques. Par exemple, le scientifique va dire non, j'ai pas été payé par une compagnie, j'ai pas de d'intérêt, d'intérêt qui viendrait troubler mes résultats. Mais il parle pas du tout de l'aspect que potentiellement ils sont en train de
travailler sur des êtres humains ou sur des personnes, ça pose pas de problème, en fait. Là. Il y a souvent l'objection aussi qui concerne la viabilité de l'embryon. On va dire, contrairement à un fœtus de troisième trimestre, c'est pour ça que dans bien des pays, encore aujourd'hui, l'avortement n'est pas permis après 20, 25, peu importe le nombre de semaines. C'est ce qui n'est pas le cas ici, là, on pourra en reparler peut-être si on a le temps. Mais bref, parce que le fœtus serait viable durant le troisième trimestre là, en néonatologie, par exemple, alors qu'un embryon, pas du tout. Comment on répond à ça? Pas du tout, mais c'est aussi une conception de l'esprit parce que nous-mêmes, on n'est pas viable en dehors d'un certain environnement. C'est-à-dire que l'embryon, il n'est pas viable en dehors du sein de sa mère. Mais nous, on n'est pas viable sur Mars, on n'est pas viable tout nu dans l'Antarctique, on n'est pas viable sous l'eau. Donc, en fait, l'embryon, il est viable. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il se développe de façon indépendante, en fait. Son programme qui se développe, c'est toutes ces divisions, tout son développement physique se fait de lui-même, en fait. C'est pas le matériel génétique de la mère qui vient intervenir et qui vient comme le construire. Il se construit de tout seul. C'est pas une excroissance de la mère. C'est pas non plus une excroissance. C'est pas non plus un parasite parce que un parasite va dans un corps où il n'est pas censé être, alors que le corps de la mère est fait pour accueillir l'enfant. Donc, c'est comme la graine d'une plante. On la met là, puis pouf. Oui, puis ça pousse. Puis la graine, elle ne va pas pousser en dehors d'un milieu viable non plus. Là, si on la laisse sur un comptoir, il ne se passera rien. Même les premiers, peu importe les stades de développement, les tout premiers, comme les plus... même un arbre, dans certaines conditions, ne survivra pas. Tout à fait, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas viable. Ça veut juste dire qu'il n'est pas au bon endroit pour grandir. Là. Donc, ce critère de viabilité-là, il est pas juste, en fait. Parce que oui, effectivement, un embryon, si on interrompt la grossesse, il ne survit pas, tout à fait. Mais de même qu'avec les autres exemples qu'on a donnés, ça ne fonctionne pas. Là. Ariane, il nous reste quelques petites minutes. On accuse souvent l'Église catholique d'être contre la science ou d'être anti-science. Elle s'est penchée souvent sur ces questions-là, pourtant. Oui, ça fait longtemps, en fait. Même, ça a été mystérieux pendant très, très, très longtemps. Le développement, finalement, des bébés dans le sein de sa mère. On n'avait aucune idée de ce qui se passait. Mm-hmm. Et on s'était posé la question, mais quand est-ce que la personne apparaît ? Est-ce que l'âme, elle est infusée à un moment ? Est-ce que c'est au tout début ? Par exemple, il y a eu le traducianisme qui a été théorisé par Tertullien. C'est qu'il se demandait si l'âme, par exemple, pouvait être transmise par les parents aussi. Ce que nous dit l'Église aujourd'hui, c'est que... on n'a pas de données expérimentales pour reconnaître une âme spirituelle parce que c'est spirituel, mais tout ce qu'on voit sur l'embryon, en fait, ça nous fournit une indication qu'il y a une présence individuelle, personnelle, vraiment unique, qui se développe dès le début, en fait. Il n'y a rien de nouveau qui apparaît. Donc la personne, ce que nous dit l'Église, c'est qu'elle est là dès le début. Scientifiquement, on voit qu'il y a un être humain, vraiment différent de ses parents, qui est là dès le début. Mais si c'est un être humain, pourquoi ça ne serait pas une personne, en fait ? C'est ça la question que se pose l'Église. Et ça, c'est pas si récent que ça. Il y a même des pères de l'Église qui ont oui, comme Saint Grégoire de Nazianze, Saint Maxime, qui se disaient, mais dès le début, et même aussi Saint Thomas d'Aquin, lui avait suggéré que peut-être l'âme était infusée plus tard, mais en même temps, quand il parlait du Christ, il disait, dès le début, on est face au Christ humain, mais aussi à l'incarnation, en fait. Le Christ n'est pas arrivé à sa naissance, par exemple. Mm-hmm. Il n'est pas devenu Dieu quand il est sorti du sein de sa mère. Il faut se rappeler que la première personne à avoir reconnu le Messie, c'est Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère. Oui, c'est juste aussi. En ce temps de Noël. Et il était tout jeune encore. Là. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais que les embryons, c'est les nouveaux saints innocents de notre époque? Je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'ils n'ont aucun moyen de se défendre non plus, de s'exprimer. Ils ne sont pas défendus par beaucoup de monde non plus. Ils ressemblent, ils n'ont pas morphologiquement, ils n'ont pas de ressemblance avec nous, donc ça fait aussi une différence. Et donc oui, ils sont sacrifiés pour finalement faire de la recherche scientifique, mais sans qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire et avec qui est-ce que je travaille finalement ? Mm-hmm. Ariane Beauferré, tu nous parlais des embryons qui sont malheureusement bien souvent les nouveaux cobayes dans les labos scientifiques. Merci d'avoir fait ce tour d'horizon avec nous. C'était vraiment instructif. Merci de m'avoir invité. Une bonne année à toi. Bonne année.